Bonsoir à tous. C'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les soirs. C'était un vrai bonheur de vous retrouver tous les soirs, puisqu'il nous reste, après cette émission, plus qu'une émission à passer ensemble, c'est-à-dire dimanche pour le grand final. Une émission qui va durer 2 heures déjà, je vous le dis, avec beaucoup d'invités, parce qu'on parlera de la finale Brésil-Argentine, de la finale Italie-Angleterre. Nous allons parler ce soir, mais là, ça sera les préparatifs. Nous allons parler avec des gens qui sont très actifs dans le football guadeloupéen, avec un club qui est très actif du côté du Nord Grande-Terre. Si je vous dis SPL, vous me dites Solidarité Port-Louisienne, n'est-ce pas? Et pour recevoir qui représente la Solidarité Port-Louisienne aujourd'hui, eh bien, on va commencer, comme il y a de la hiérarchie, hein, moi on m'a donné des titres, hein. Il y a le premier vice-président qui est là, donc il ne faut pas lui montrer de respect. Bienvenue, monsieur le vice-président Georges Molongo. Merci. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs de Canal 10. Voilà, nous comptons où s'ouvrir, nous comptons où s'ouvrir autres et nous allons parler aussi de Port-Louis en deuxième partie d'émission. Parce que dans cette première partie d'émission, nous allons discuter aussi avec monsieur Claude Cotellon, éducateur. Nous parlerons de Brésil-Argentine, nous parlerons de l'Euro et nous parlerons aussi du football guadeloupéen. Bienvenue Claude Cotellon. Merci de cette invitation et d'être toujours acteur et de passer sur Canal 10 parce que j'aime bien échanger quand on parle de football, de la jeunesse et surtout du sport guadeloupéen. Mais oui, c'est important pour jeunesse en nous, parce qu'on a une jeunesse qui a besoin justement d'avoir de l'espoir et qui a besoin d'avoir de bonnes structures aussi pour s'émanciper. Et pour cela, on a monsieur Marius Palmier qui lui aussi est un éducateur. J'ai dit que vous étiez éducateur? Tout à fait. D'accord. Que vous aussi, vous êtes aussi un éducateur à l'SPL. À l'SPL, mais pourquoi je vous vois? Nous quoi tutoyer, nous, non? C'est clair. Normalement, déjà en créole, pas nous vouvoiement, mais en français, Marius, en tant que chien boule, on va se tutoyer, hein, monsieur. Si vous permettez, c'est une exigence ici avec moi. D'accord? Vice-président, il n'y a pas de problème, je peux te dire tu? Sans problème. Pas de problème. Donc Marius Palmier, enchanté, d'autant plus qu'on ne va rien cacher aux téléspectateurs. Hein. Toi et moi, on communique parce que justement, par rapport au travail que tu fais avec les jeunes de Port-Louis, que le club fait avec les jeunes de Port-Louis, tu m'envoies régulièrement des WhatsApp pour me montrer, les jeunes, par exemple, les camps à Pâques, où les jeunes, non seulement ils jouent au football, mais ils vont aussi à l'éveil sur la nature, l'éveil où ils ont montré qui gens trapper crabe, ils ont montré qui gens fait tel et tel bité dans la nature, c'est eux même qui parlaient de ça tout à l'heure, donc fait éducation aussi au niveau scolaire et bien sûr du football. Donc moi je trouve ça magnifique et vous êtes nombreux comme ça, vous êtes nombreux dans tous les clubs et c'est ça qui est important, que les gens des clubs soient récompensés et soient mis en lumière. Un grand lancement, mais ça valait le coup. Ça va? Oui, très bien, Jimmy. En tout cas, moi, encore merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons en âge depuis un petit moment. Nous avons fait des projets sportifs, mais surtout des projets éducatifs. Nous toujours qu'à m'aider. Ce qu'on dit, c'est apprendre à faire brette à crabe, apprendre à cogner, c'est aller visiter la nature. Et nous qu'à apprendre à jouer boule aussi. Mais dans une reconstruction. Nous avons dans une grande reconstruction dans le Nord Grande-Terre. Voilà, et on salue tous les habitants du Nord Grande-Terre, vraiment tous, et toute la Guadeloupe bien sûr, et même l'au-delà, la diaspora, zo bien, tranquillement. Bon, on y va, messieurs, zo voici maillot jaune là, ça, aïe aïe aïe, hein, ça ressemble pas un petit peu aux couleurs du Brésil, j'ai pris parti, moi j'ai pris parti. Mais ça qui est bien, c'est que ça soit Brésil ou Argentine le vainqueur, tout ce qu'on veut, c'est que c'est un beau match, parce que c'est un classique. Avant d'écouter Marquinhos dans quelques secondes, quand on vous dit Brésil-Argentine, surtout avec respect pour votre âge, votre génération, c'est génération Brésil, pas vine dis-moi rien, les gars. C'est clair. Ça, c'est Brésil. En jeune comme Tout quel âge jeune? Oui. Y a-t-il un Argentin parmi nous? Il n'y en a pas, mais ça m'est arrivé d'être tout seul brésilien lors de la finale France-Brésil qui s'est déroulée à Saint-Denis. En 98. Ouais, mes enfants étaient pour la France et j'étais le seul brésilien. Alors ça vous évoque quoi, Brésil-Argentine? Tous, répondez quand vous voulez. Oh, c'est un grand derby, surtout ceux qui jouent en Europe se rencontrer en finale, c'est le derby qui fait parler ou qui fait écrire beaucoup d'encre. Donc, couler beaucoup d'encre. Mais pourquoi nous aimer football sud-américain comme ça? Deux grandes équipes sud-américaines, du beau jeu, encore dernièrement, de l'inspiration, des bitins que nous avons payé pour nous voir
c'est ça, nous avons payé pour nous voir ces bitins ça. Mon niveau critiqué, que Neymar, qui a gardé trop, qui a passé pied trop, mais nous avons payé pour ça, il a vendu maillot pour ça. Donc, moi, je trouve, et je retrouve, je disais ça à mon fils tout à l'heure, je retrouve des trucs d'antan. Un football inspiré, voilà. Pas nécessairement le football très codifié, très cadré. Un football aussi qui va dans... Je vais faire plus vite que l'autre, mais vraiment dans une inspiration, quoi. Des trucs d'instinct. On revoit des trucs d'instinct. En fait. L'artiste. Oui, voilà. Et puis le beau jeu, ça en dit dans nous. Dribbler, rapidité, frappe, c'est ça qui en dit dans nous. Donc nous aimons ça. Alors, Claude, on vote qu'à acquiescer. Mais pourquoi Guadeloupéens? Parce que nous, Guadeloupéens, quand même, nous avons le club sud-américain qui a fait le beau jeu, entre guillemets, l'Argentine, la Colombie, des fois. Mais pourquoi sommes-nous si brésiliens? À cause de Pelé? Ou pas à cause, grâce à Pelé. Grâce, oui. Voilà. Et n'oublions pas que Pelé est venu à Bergevin. C'est ça. Parce qu'on l'oublions dit pas. ça, c'est pour. Parle de l'histoire, justement. Raconte ça pour que nos plus jeunes entendent. Et là, on parle là d'une grande terre pour le feu Rilsi. Et c'est lui qui a eu le maillot de Pelé à la fin du match. Donc là, quand il a marqué le but. Oui, mais après le match, Alors, pour que tout soit bien clair dans la tête des plus jeunes, racontez-nous cette histoire rapidement. Quand Pelé est venu jouer en Guadeloupe, c'était au stade de Bergevin. Mettre ces jeunes-là dans l'ambiance-là, montrez-vous, essayez de faire comprendre qui événement que ça a été, parce que c'était un gros événement. Ah oui, c'était... En tout cas, le souvenir que j'en ai, moi, c'est surtout, qu'on était évoqué, feu Jean Rilsi, Port-Louisien, SPL, qui, pour moi, de ça qu'on attendait, de ça qu'on voit, le meilleur footballeur qu'on ait eu jusqu'à maintenant en Guadeloupe, sincèrement, qui était très très fort, et qui a, lui, récupéré le maillot de Pelé, mais il n'a pas récupéré en allant lui demander. C'est vraiment parce que Pelé sentit que c'est Missier qui méritait maillot, parce que de l'autre côté, c'est qui était meilleur ces terrains-là. Donc, il était mérité maillot là, et ben il est. Et Tipon-là qui est pas Pelé là. Voilà, c'est Monsieur Jean Rilsi, pour ne pas le nommer. Père son âme. Voilà. Et je salue Harry Méfon aussi, qui est friand de cette histoire. Ah ouais, là, Harry qui a raconté l'histoire là, ça. Et qui a dit, Jimmy, Guadeloupe t'as arrêté. Moun t'es transport commun, t'es plein. Bergevin, t'es plein. Moun t'es café cocan, moun t'es payé stade là. Bref, le stade avait dépassé les capacités. Et surtout, c'était un événement extraordinaire. Et bien voilà pourquoi la Guadeloupe aime le Brésil. Et justement, Brésil-Argentine, demain, son match qui chaud, c'est le vrai derby sud-américain. Et Marquinhos lance les hostilités. Regardez. Esse é o jogo que a gente gosta de jogar. Jogo grande, se tratando de uma final, principalmente contra a Argentina, é o jogo que a gente fica muito ansioso e com a vontade muito grande de se jogar e de se atuar. A gente sabe da qualidade que eles têm do outro lado, então é um jogo que a gente se prepara muito, a gente está procurando analisar da melhor forma os pontos fortes que eles têm, os pontos fracos também, para poder explorar. Mas a gente sabe que durante uma final existem muitas coisas que passam pelo aspecto mental, pelo aspecto estratégico também, muito mais do que o aspecto individual. Então a gente tem que saber lidar com todas essas fases do jogo. Vamos ter momentos bons, vamos ter momentos mais difíceis também. Em 90 minutos é muito difícil você ter uma equipe que vai dominar totalmente, conseguir ter a bola totalmente os 90 minutos, Então, é um jogo de, como a gente pode se dizer, vai ser uma luta de boxe, A gente atacando, a gente tendo os nossos momentos bons, o adversário vindo também atacando, então quem errar o menos possível, serão definidos nos mínimos detalhes, e a gente tem que estar pronto para todas essas situações, momentos bons, momentos difíceis, saber que o quanto mais momentos bons a gente tiver dentro desse jogo, melhor mas nos momentos difíceis a gente com certeza tem que exercer o nosso papel da melhor forma ali atrás, principalmente, lembrando que não só a defesa, que defende, é todo um trabalho coletivo, começando lá da frente, que nos ajuda bastante lá atrás. Ah là là, vous avez compris? Ça sera comme un combat de boxe, dit-il. Réaction, messieurs?
Oh, mais c'est déjà, même avant d'être sur le terrain, j'ai pensé que j'aurais échauffé. Donc, ça, le mental des deux côtés doit être au beau fixe pour vraiment attaquer ce combat de boxe. Mais Brésil qui a gagné. Claude? Ah, mais c'est la suprématie de l'Amérique latine. Hein. Donc là, il faut pas oublier que ce sont les deux meilleures équipes depuis tous les temps. Et donc là, il faut forcément, c'est du football, c'est du sport, il faut meilleur. Même si, bon, on est brésilien, on dira que le Brésil est meilleur, non seulement par les titres, mais par la qualité aussi. Mais comme il dit Marquinhos, oui, ce sera pas si facile que ça, ce sera vraiment coup pour coup et celui qui restera debout. Coup pour coup, celui qui restera debout. C'est bien, on a des poètes chez nous, naturellement. Mais de mon point de vue, je pense que Marquinhos, il pratique un petit peu la langue de bois. J'ai envie de dire, il ménage la chèvre et le chou. Il sait pertinemment que le Brésil va jouer avec ses armes et va vouloir être dominateur, alors qu'il dit on sera dominé, on va dominer, mais bon, j'aurais fait comme lui, j'aurais pas été justement devant les médias et dire mais je vais dominer le match, on va gagner, on va leur foutre la pâtée. Là, ce serait un petit peu trop provocateur à mon avis. Oui, peut-être un peu langue de bois si on te suit toi, mais peut-être aussi parce qu'il est conscient, sans te contredire, hein, peut-être aussi parce qu'il est conscient des forces argentines, parce qu'on y arrive maintenant. Parce que quand on regarde l'Argentine, quand même, pendant qu'on discute d'ailleurs, Jordan, je salue encore une fois, si tu peux mettre les images de Messi justement contre la Bolivie, qui ont beaucoup impressionné. Il y a des joueurs tels que Messi, Paredes et pas mal d'Argentins qui sont très remontés. Ça fait un moment que l'Argentine n'a pas gagné. On sait que les Brésil-Argentine, l'Argentine nous vendra chèrement sa peau. Donc Marquinhos dit ça aussi peut-être parce qu'il sait qu'ils vont vraiment souffrir et non parce que c'est la langue de bois. Qu'en pensez-vous, non? Ou même à toi, hein, tu peux... Je reste à penser... Non, je reste à penser que le Brésil sent que cette année, ils sont quand même bien. Ils sont bien mieux que les années précédentes, ils sont bien dans le jeu, ils sont bien dans l'état d'esprit, ils sont bien dans les résultats, donc ils y vont, ils seront conquérants, lors de cette rencontre. Nous savons aussi que les Argentins ne sont pas des faire-valoir, bien évidemment, qu'ils vont vendre cher leur peau, mais je pense que Marquinhos, il est un petit peu dans une langue de bois pour ne pas trop les irriter, à mon avis. Alors, quand même, qu'est-ce que l'Argentine, quelles sont les forces et les faiblesses de l'Argentine selon vous? Moi, je ne connais pas très très bien l'Argentine. Je sais qu'ils ont Messi. Voilà. Et toi, c'est tout. Messi, c'est tout. Voilà. Non, alors, il y a Messi. Après, quand tu as Messi, tu as quand même quelqu'un qui a une certaine dimension. Dans leur collectif défensif, ils sont bien. Et puis, c'est efficace. C'est efficace aussi en attaque, c'est efficace. Tout comme le Brésil. Après, le Brésil, on les connaît. Leur force, c'est leur côté justement fantasque, leur côté créateur, qui font qu'ils sont capables de déstabiliser à tout moment, quel que soit l'adversaire. Voilà, je pense qu'il y a une équipe qui est bien en place défensivement. Après, il y en a une autre qui est en place défensivement, mais qui aussi crée énormément. Donc, je pense que ça va donner une belle opposition, à mon avis. Et puis, on a vu aussi que l'Argentine avait un excellent gardien qui a arrêté pas mal de tirs au but lors de la demi-finale contre la Colombie. On a vu que Messi est en feu, que ses coéquipiers font tout pour qu'il soit dans les meilleures conditions et pour que enfin Messi gagne un grand titre avec sa sélection. Car on sait très bien que l'ombre de Maradona plane plus que jamais. Exactement. Mais est-ce que la faiblesse de l'Argentine, c'est pas Messi? Pas par ses qualités, parce que là, il n'y a pas de doute, hein, Messi, c'est l'un des meilleurs footballeurs du monde du moment. Mais à vouloir jouer que sur Messi, parce que là, l'équipe argentine, comme au Barça, donc le métronome, c'est Messi, mais on doit toujours passer par Messi pour débloquer. Et que ce jour-là, si il est monopolisé correctement, donc là, ça mettra à mal la tactique de l'Argentine. Et c'est ça la grosse difficulté. Alors que c'est une force, parce que là, c'est celui qui peut débloquer à tout moment la situation, mais pourvu, ça dépend comment on le neutralise. Il sera neutralisé. Et au Brésil, on aura du monde à fixer un joueur parce qu'ils sont 11. Et en face, il y a 2, 3. Et l'autre côté, au Brésil, les 11 doivent être neutralisés.
Et comment on va faire ça? Je dirais, on dira, moi j'essaie de mettre un peu de contradiction, puisqu'il n'y a que des Brésiliens, moi-même je suis Brésilien. Oui, tu t'es trompé de couleur de maillot là, Jimmy. Non, parce que c'est le show. T'animes le débat. Oui, c'est le show, mais aussi je regarde. Parce que même si je suis supporter, attention, je suis aussi un observateur. Objectif. Et je vous promets que demain, dans ma tête, ok, je supporte Brésil, mais à l'heure qu'il est, franchement les gars, pour moi c'est vraiment du 50-50. Parce que dans l'équipe brésilienne, ok, on a Neymar, ok, on a quelques joueurs, mais quand on regarde bien, si on regarde bien, ok, il y a quelques beaux gestes de Sud-Américains, mais en gros, quand même, on sent que ces équipes évoluent, la majorité des joueurs évoluent en Europe, et quelquefois, on retrouve, malgré nous, ou malgré eux-mêmes des fois, certains schémas de jeu un peu stéréotypés qu'on voit en Europe. Donc c'est pour ça que je dis que même chez les joueurs brésiliens, c'est pas tous qui font des sombreros, qui font des passements de jambes, des dribbles. Il y en a beaucoup qui sont assez stéréotypés, comme dans le football moderne. C'est ça que je voulais dire, donc des deux côtés. On est d'accord? Donc pour final, allez, le pronostic au niveau score, et après on va basculer vers l'Euro. 2-1 pour le Brésil. Oh, c'est un petit match ça. Il y aura des buts. Donc bien 4-3, ce ne sera pas trop. Maman! Oui, il y aura des buts. Good! En finale, hein? Oui! Oh là là! Ça, c'est pas l'européen. Ça, c'est... Pour ma part, 3-1 pour le Brésil, 2 buts de Neymar. Eh ben, vous savez quoi? Tout à l'heure, je vais noter vos pronostics. J'ai noté 2-1, 4-3, 3-1. Parce que je crains bien, mes chers amis. Vous allez dire, décidément. Non, c'est pas ça. Vous avez déjà vu certains Brésiliens argentinais? Yankion. D'ailleurs, parlons de cet aspect. Là, nous n'avons pas en créole. Nous n'avons pas en créole. Parce que laissez-moi décider. Vraiment, non, mais c'est sérieux. Un Brésil-Argentine, des fois, il a bien passé avec plein billes, qu'on dit 4-3, 2-1, 3-1. Mais des fois, c'est 0-0, yon. Mais par contre, 100 yon contre 100 yon. Oui. Non, mais quelle idée, yon. Si, Deyon? Non. 2-1 pour le Brésil. Si ça restait 100 yen, 4-3, 6 yen, parce qu'il est expulsé. Ça va ouvrir. Voilà. Donc, non, je pense que 2-1, on aura du beau football. Autant de yen, non, beaucoup moins. Parce que là, vraiment, l'Argentine a envie de gagner. Mais si un vignon titre avec l'équipe nationale. Mais des fois, pour gagner, il faut mettre Yannou, il démontre qu'il ça. Il y a que pédale dans ça. Mais je vois quand même, à l'aspect rigoureux, aspect Yann, ni quand même le corps arbitral, et Claude bien placé pour y parler de ça aussi, qui a quand même un petit peu plus meilleur régulateur, voire même des fois déréglant match. Meilleur régulateur, mais puisque des fois, au cas où expulsion rapide, qui est déséquilibré tout de suite parti là. On peut imaginer aussi Brésil retrouvé tout de suite à 10, ou Argentine tout de suite retrouvée à 10, ça y est, le match il est déséquilibré. Alors ça ne veut pas dire que l'équipe en supériorité numérique gagnera l'autre, mais ça donnera déjà un match moins agréable à regarder, 40 contre 11. Les arbitres du match, à mon avis, auront leur partie à jouer, leur partition à jouer correctement, pour que le match se déroule correctement. Ok, alors comme il reste 5 minutes avant la pub, je m'adresse aux téléspectateurs, aussi à mon ami Jordan qui est à la réalisation. Je vais improviser dans le conducteur. On va changer le conducteur. Ce qui devait arriver en deuxième partie va arriver tout de suite, c'est la rétro. Comme ça, comme il reste 5 minutes, j'aurai le temps de faire la rétro pour les buts de Michel Platini, Jordan. Voilà, Jordan, t'inquiète, Jordan, nous citerons là, nous n'y bobolons nous, et nous qu'à jouer, nous titulaires, boss. Jusqu'à dimanche, nous titulaires. Après c'est autre chose. Donc, oui, voilà, on va faire une petite rétro, messieurs. On parle de l'Euro parce que justement, pour l'instant, monsieur Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'Euro. Mais de l'Euro de cette édition avec 5 buts avec Cheikh aussi, mais aussi de tous les euros, puisque avec les buts cumulés. Mais il y a eu un exploit quand même en 1984, et je voudrais que les plus jeunes le regardent aussi, et que les plus anciens se le remémorent. Un petit salut d'ailleurs à Marius Trésor, qui lui n'a pas pu disputer ce championnat d'Europe 84, qui était dans l'équipe de 82. Et bien on va revoir les 9 buts de Michel Platini, parce que c'est le seul joueur jusqu'à maintenant, dans l'histoire, à avoir marqué 9 buts lors d'une seule compétition, lors du championnat d'Europe en tout cas, puisque Juste Fontaine, avec la Coupe du Monde 1958, en avait marqué 13. Donc Platini 9, admirons ce champion et cette icône du football. Rendons-lui hommage.
Voilà, j'avais prévu de vous commenter ces buts, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Donc c'est pas grave. J'espère que vous avez pu apprécier les buts de Platini. Vous avez vu, il a marqué du pied gauche, du pied droit, but de la tête. Il a marqué il a marqué un triplé contre la Yougoslavie. Vous avez vu le fameux but en finale en coup franc avec la faute du gardien qui s'appelle Arconada et qui est devenu maintenant, quand un gardien fait ce genre de faute, ça s'appelle une Arconada. Donc ça aussi, j'aurais voulu mieux vous en parler, mais c'est pas grave. J'espère qu'avec votre mémoire, vous avez pu retenir. C'était comme l'autre jour quand on a parlé de la Panenka. Alright. Donc, vous vouliez rebondir vite fait avant la pub, parce qu'il y a quelque chose qui t'a embêté quand même avec Platini sur le but contre le Portugal. Exactement. Jean Tigana fait sa chevauchée fantastique. Dis-nous. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça, mais bon, Platini a fait du Platini. C'est quelqu'un qui est très concentré sur sa petite personne ou sa grande personne, tout dépend de son statut. Mais il n'a pas été félicité Tigana, qui quand même a fait tout le job pour ma part. Je trouve que il a pris le ballon, il a été très offensif, transpercé la défense, donné un but sur un plateau, et Michel Platini a été congratulé quelqu'un qui était sur la touche, alors que c'était il devait aller, de mon point de vue, aller voir Tigana avant tout. Voilà, j'ai pas aimé. Messieurs, qu'avez-vous retenu, vous, de cet Euro de Platini? Très bon Euro. Très très bon Euro, mais de l'équipe de France en complet. Parce que là, au-delà de Platini, on revient toujours sur l'équipe. Donc c'est cette équipe 82 et qui est restée sur sa lancée. Et même si on a été, même si je suis brésilien, mais dans ces cas-là, on est quand même français, on a été vraiment volé en 82. Et là, c'est de la continuité. Et donc c'était cette équipe de France qui était formidable. Et pour compléter, pour que tout le monde comprenne, quand tu dis on a été volé en 82, tu fais référence au match France-Allemagne, c'est-à-dire Séville 82, quand Schumacher démonte Battiston, et qui n'a pas de carton rouge, voilà. Et donc du coup ça aura des conséquences sur le match. Je te laisse continuer. Exactement, sous cette agression-là qui est restée impunie d'ailleurs, mais l'équipe de France c'était la meilleure, donc clairement. Et là, Platini, c'est normal, hein, c'était un leader, même si Maillot dit mais c'était quand même le leader de l'époque, et on travaillait un peu comme Messi aujourd'hui de l'Argentine, même si on ne va pas nommer Di Maria, on ne va pas nommer Ocampos, quand on voit le travail de Ocampos avec des joueurs comme ça de l'Argentine, on dit qu'ils ont une grosse équipe et que tout un chacun peut faire la différence, mais malheureusement on joue uniquement pour Messi. Et donc l'équipe de France de cette époque-là, c'était le bloc, mais on n'oublie pas que le leader c'est quand même Platini. Voilà. Il y avait le leader Platini, mais le milieu de terrain, Tigana, Gires, le carré magique. Le carré magique. Et puis Fernandez. Tigana, Gires, Fernandez. Et j'oublie pas le gardien Batz, Joël Batz, c'était... Voilà, qui s'était révélé, qui avait fait une très bonne carrière aussi ensuite, qui avait fait une carrière à Auxerre, ensuite au Paris Saint-Germain. Et puisqu'on parle du carré magique, avant vraiment d'aller à la pub, on rappelle que ce carré magique dont on a nommé Tigana, Fernandez, Gires, Platini a commencé en 82 avec Genghini. Oui, tout à fait. C'est très important de le rappeler de temps en temps. Tout à fait. All right? Pub. Ouais. De l'émission Rouleau. Deuxième partie de l'émission Rouleau, en compagnie de monsieur Marius Palmier de la Solidarité Port-Louisienne, SPL, en compagnie de monsieur Claude Cotellon, éducateur aussi, les deux d'ailleurs sont éducateurs donc à SPL, et le vice-président, monsieur Georges Boulongo, premier vice-président. Monsieur Georges Boulongo, c'est un parti politique, il y a le premier vice-président, deuxième vice-président. Comme nous sommes en élection, enseignez-moi, vous comprenez. Et nous à Port-Louis en plus. Ah, nous à Port-Louis en plus, donc toujours une élection, c'est ça? Non, et joke, hein? Et laissez-moi. Et je suis toujours bien accueilli à Port-Louis. Bon, pas arrêter, moi, avant de souffler moi, parce qu'on bien mis à la place du souffleur, je suis toujours bien accueilli par tout le monde. On salue les Port-Louisiens. Et donc, justement, on continue, hein? On a parlé, pour ceux qui prennent l'émission en cours, nous avons parlé de la Copa América, nous avons fait une petite rétro sur l'Euro avec Michel Platini. On continue la rétro, parce que c'est important de vous parler
parler de petites histoires qui sont assez intéressantes. Regardez, l'homme qui va s'afficher, Jordan va afficher, Ruud Gullit. Retenez bien son nom. On en a parlé lors d'un jeu l'autre jour. Ruud Gullit. Cet homme avec ses dreadlocks, il a été Ballon d'Or en 1987. Et je le répète, lorsqu'il a reçu son Ballon d'Or en 1987, le premier mot qu'il a prononcé, il a dit « Je dédicace mon Ballon d'Or à Nelson Mandela, emprisonné dans les geôles d'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid ». Alright, ça c'est pour tous ceux qui savent que l'histoire et le football aussi, la géopolitique, c'est très important. Alors donc en 1987, il remporte le Ballon d'Or et donc en 1988, la Hollande se qualifie difficilement pour l'Euro. Et c'est là que Jordan va vous montrer quelques images de la finale de la Hollande contre l'URSS. Et donc la Hollande se qualifie, les Néerlandais se qualifient, une géante de la musique tout simplement, de l'histoire de la musique. Et donc, quand vous avez le soutien de Whitney Houston et que vous êtes Ruud Gullit, Ballon d'Or, et que la planète entière est au courant, cela vous booste. Et ça a permis justement, c'est lui-même qui l'a dit, Ruud Gullit, ça a permis de se transcender. Et tous les Hollandais étaient très contents, puisque Ruud Gullit était capitaine aussi de l'équipe de Hollande. Et vous allez le voir, là, en ce moment. Vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, c'est le moment de délivrance. Il soulève la coupe. Voilà, Ruud Gullit. Voilà, c'était pour lui rendre hommage. On a rendu hommage aussi à Michel Platini. Fallait rendre hommage à ce grand joueur. En tout cas, moi, c'était important pour moi. Réaction, messieurs, sur Ruud Gullit? Grand joueur. Grand par la taille, grand par le talent, grand joueur. Juste grand joueur. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour le qualifier. Il a marqué avec une grande génération aussi, puisqu'il y avait quand même des Van Basten, des Rijkaard. Il y avait de très bons joueurs. Oui, il y avait de très bons joueurs. Mais bon, grand parmi les grands. Voilà. Avec un très grand sélectionneur, Rinus Michels, qui lui aussi suivait les traces de Johan Cruyff. Exactement. Non, que Johan Cruyff a suivi ses traces. Oui, plutôt. Voilà, grand joueur. Voilà, c'est mieux. Faut pas faire d'impair comme ça, n'est-ce pas? Il y a des experts qui nous regardent. Messieurs, Ruud Gullit, réaction? Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi au Milan AC, très élégant, et avec son complice Rijkaard. C'était deux joueurs que je suivais vraiment. Quand il y avait ces joueurs-là sur le terrain, c'était un plaisir de s'asseoir sur son canapé et puis de regarder. Avec à la baguette un certain Franco Baresi, de l'autre côté, ouais, en tant que libéraux, un libéraux qui avance et qui met tout le monde hors jeu. Ouais. Dernier mot sur Ruud Gullit, Claude? Ah non, mais ça, n'oublions pas que c'est un enfant de la zone. Hein, originaire du Suriname, d'ailleurs. Oui. Donc, pour football de rue. La Copa América, donc on est toujours dans cette zone-là. Et là, on ne pourra pas dire autre chose que c'est un joueur formidable, fabuleux. Et même si mon chouchou c'était Marco Van Basten à l'époque, mais il faut admettre qu'avec son compère Rijkaard, c'était vraiment une bonne pointure. Je vous promets que si on aurait eu plus de temps encore, je pense que j'aurais dû démarrer cette séquence rétro bien avant. Tu vois, c'est des trucs qui s'improvisent comme ça au feeling. Mais parce que Marco Van Basten, ça a été le moment aussi l'un de mes joueurs préférés. Une élégance extraordinaire et une efficacité extraordinaire, quoi. Et d'ailleurs, il a été blessé très tôt. À la cheville, il a été opéré plusieurs fois. Il a arrêté sa carrière quand même à 29 ans. Très tôt. Voilà, et on bascule à l'actualité. Maintenant, c'est l'Italie-Angleterre. Alors, Italie-Angleterre, avec une nouvelle déjà très intéressante et très importante. Intéressante, pourquoi? Parce qu'il faudra peut-être en tenir compte lors de cette finale, c'est-à-dire la désignation de l'arbitre. Avez-vous fait attention à cela, messieurs? L'arbitre, c'est Monsieur Kuipers. L'arbitre, c'est Monsieur Kuipers. Sa photo va s'afficher là, regardez-le bien. Donc, il arbitre régulièrement en Ligue des Champions, on le connaît bien. Mais la dernière fois qu'on a entendu parler de Monsieur Kuipers, c'est lors du match PSG contre le PSG. C'était, PSG contre Manchester City. Je crois, en tout cas, là j'ai un trou de mémoire d'un coup. Contre Barça, vous dites? Non, c'était contre Manchester City. Il n'y a pas longtemps, tout à fait. Manchester City. Ouais. Et en fin de compte, Verratti s'est plaint de ce monsieur, puisque Verratti avait dit que ce monsieur lui avait dit fuck you. Et d'autres avaient dit fuck off.
Ok, donc on s'excuse, chers téléspectateurs, mais c'est pour l'information. Et donc, vous voyez cette altercation entre lui. Et donc, le monde du football s'est quand même étonné de voir que l'UEFA ait désigné M. Kuipers, qui est par ailleurs un très bon arbitre, qui est très bien noté selon le classement UEFA, mais qu'on le désigne pour arbitrer cette finale Italie-Angleterre, sachant que Verratti avait carrément porté plainte contre lui, quoi. Alors, procès d'intention? L'éducateur que je suis va te dire que les 22 joueurs sur le terrain sont les premiers acteurs et si ça se passe bien, l'arbitre il n'est là que pour pouvoir orchestrer correctement le jeu des 22 acteurs. Il s'est passé certainement un fait de jeu lors du match du PSG-Manchester. L'arbitre a été fautif sur certaines choses, probablement, je ne discute pas des décisions d'arbitre. Mais c'est un nouveau match, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle finale. S'il allait désigner aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que c'est le meilleur du moment, c'est pas un coup de dé, c'est le meilleur du moment. Donc on lui fait confiance pour que nous ayons la plus belle finale possible pour nous les téléspectateurs. On lui fait confiance? Oui, il faut faire confiance. Je dirais, parce que malheureusement, j'étais arbitre pendant un bout de temps. Pourquoi malheureusement? Heureusement? Non? Oui, mais... Ça raide? Non, il n'y a pas de difficulté dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier, le seul sport que les pratiquants l'exercent sans connaître les règles, c'est le football. Ça, pour pratiquer du basket, tu es obligé de connaître les règles, du hand pareil. Mais le football, tu n'as pas besoin de connaître les règles, tu prends le ballon et tu joues. Si c'était avéré que l'arbitre du match avait tenu des propos aussi forts, je ne pense pas qu'il serait là. Ouais. Donc qu'on soit sérieux dans un premier temps, parce que surtout à ce niveau-là, maintenant avec toutes les caméras qu'il y a sur un match, donc ça se voit. Avec les gars qui décortiquent sur les lèvres et tout ça, ça se voit. Donc après c'est d'une manière pour faire monter la pression aussi. Hein. Donc là, on sait très bien que le football se joue à rien, donc si on peut... Mais je ne pense pas que les qualités de l'arbitre vont être mis à main. Non, pas du tout. Alors l'autre news importante aussi, c'est l'équipe italienne. Alors l'équipe italienne, elle a décidé, parce que l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, en tout cas de l'Euro de l'équipe italienne, pour de nombreux observateurs, c'était Spinazzola. Hein, c'est bien ça, hein, que je ne dise pas. Spinazzola, exactement, qui s'est malheureusement blessé, rupture de tendon d'Achille, 5 mois d'arrêt, et les Italiens, ils ont décidé vraiment de tout faire pour gagner la finale contre lui. On le voit, il a été évacué malheureusement lors des quarts de finale, puisqu'il n'a pas disputé les demi-finales, et que les joueurs italiens ont scandé son nom dans le bus et se sont promis de gagner cette finale pour lui. Donc ça sera aussi une motivation supplémentaire. Messieurs, Italie-Angleterre, quel est votre pronostic? Quelle équipe voyez-vous et dites-nous pourquoi? Quelle équipe voyez-vous remporter cette finale? Moi, c'est l'Angleterre. Ah, enfin un Anglais sur le plateau. J'avais que des Italiens, nous. Oh my God, God save the Queen. J'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai entreaperçu quelques séquences de jeu de l'Angleterre. Moi, je vois l'Angleterre 2-3-2. Maman, Zoka, vous êtes bien, les gars, au final. Vous êtes optimiste, c'est bien. Donc, je crois que c'est moi. Moi, dans les finales, je vois que des 0-0, des 1-0, des 2, maximum de 1, mais des 3-2, tant mieux, tant mieux. 3-2. Claude? Un match ouvert, mais l'Angleterre part avec un avantage. Il faut bien voir que le jeu anglais, dans toutes les lignes, hein, toutes les lignes, c'est du sérieux, c'est du costaud. Même si on a vu M. King vraiment à la ramasse enfin à la ramasse. Il a été court sur la demi-finale, hein, donc, mais l'Angleterre a... Ils ont toutes les chances là. Quels sont tu as dit, ils ont un peu l'avantage. Quels sont les avantages de l'Angleterre à part de jouer à domicile à Wembley devant 68 000 personnes? Non, mais toutes leurs lignes, quand on regarde leur évolution dans le jeu, les lignes se trouvent bien, les joueurs se trouvent bien, mieux que l'Italie, hein, parce que quand je regardais l'Italie le bloc se déplace, il n'y a pas de souci sur le bloc, mais après on attend. Tandis que l'Angleterre, c'est tout le monde se déplace, les lignes se retrouvent et on est devant. Et après, c'est du costaud. Hein. Marius? Moi, je pense que je n'ai pas changé la donne. Hein.
Moi, je suis pour l'Italie. Parce que je pense que c'est quand même l'équipe qui est la plus régulière depuis un certain temps. Je pense qu'elle a eu de belles confrontations dans cet Euro et elle s'en est très très bien sortie, contrairement à l'Angleterre, qui, comme grosse nation du foot qu'elle a rencontrée, c'est l'Allemagne, mais une Allemagne, on l'a vu déjà un petit peu émoussée, un petit peu moribonde contre la France. Donc, je mettrais plutôt un ticket sur l'Italie. Je pense que c'est vraiment, pour l'instant, de mon point de vue, la plus constante dans la façon de jouer et donc dans les résultats. Le score? Comment? Ah oui, ton score? 1-0 me suffit. À l'italienne. À l'italienne. À l'italienne. Un score à l'italienne. On les écrase. Un score à l'italienne. 1-0. Grazie mille. Voilà, terminé. Boum, à l'italienne. Je veux vous dire quand même que l'Angleterre a une belle équipe. A une belle génération encore. Et peut-être arriver à une génération où ils ont envie de gagner, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais quand même, l'Italie, on les connaît, les Italiens, c'est quand même catenaccio. À un moment donné, on marque et on ferme. Après, plus rien ne passe. Donc 1-0 pour l'Italie. Alors selon vous, messieurs, quels sont les joueurs qui vont faire? On sait que les deux ont des blocs équipes, mais souvent quand il y a les blocs équipes, les individualités, justement, débloquent un petit peu, fissurent un petit peu ces blocs. Selon vous, quelles sont les individualités qui vont se mettre en avant dans cette finale? Ou que vous souhaitez qu'ils se mettent en avant? Je ne les connais pas, mais justement, c'est un but. L'Italie marque et ferme. Et c'est de là que l'Angleterre va, en individuel, va marquer une première fois, une deuxième fois, et l'Italie va s'ouvrir. Et puis c'est là qu'on aura le troisième but. Vous allez voir. Oh my God. Pas la peine de regarder la finale, ils viennent vous la décrire. Claude. Non, mais Quels sont les joueurs sur qui tu espères voir quelque chose? Tu aimerais les voir illuminer un petit peu notre téléviseur? Qui joue très bien. J'ai un petit trou avec l'ailier droit, de l'Angleterre. Sterling? Exactement. Sterling. Numéro 10. Ah ouais. Mais qui joue sur le côté. Le voilà. Il suffit, Jordan, il a la technique. Sterling, Jordan, même son malade à Sterling. Et c'est là, Sterling, je le sens bien marqué de but dans cette finale. Moi, si je devais créer une marque de poison pour les défenses, je l'appellerais Sterling. Sérieux. C'est ce que je me suis dit durant tout l'Euro, quoi. Tout l'Euro. Et moi, je rebondis sur ce que tu dis. Si je devais créer une marque de poison pour les attaquants, je créerais un Bonucci, un Chiellini. Ça a déménagé. Non, il y a un gars qui coupe et l'autre gars qui hache. C'est mal. Et ça, c'est ça qui est belle en football en nous. Et c'est ça qui est belle en football. Là, on dit football en nous, c'est football là universel qui est en nous. C'est-à-dire que autant nous malades en Sterling, nous malades en Messi, nous malades en Neymar, mais nous malades aussi à des Chiellini, Bonucci, parce que tout le monde qui aime les boules savent, ok, on peut pas jouer football, il y a qui avait attaquant. Ça, c'est clair. Tout à fait. José Mourinho même dit qu'il était nécessaire que Chiellini allait à l'université pour apprendre les défenseurs jouent au foot. Ah ouais, c'est... Eh ben, tu vois ce que tu dis là, et Zoké dit en mais souvent non, mais quand je voyais Lilian Thuram et Cannavaro ensemble, les gars, avec la Juve, oh là, c'est Chiellini Bonucci, la même école, et je vous le dis les jeunes, regardez, allez voir les matchs dans les années, c'est quelle année ça, 2000, 2001, 90, 2003, 2002, 2001, 2002, 2003, parce que je me rappelle bien, puisqu'il y a la finale de la Ligue des Champions entre le Milan AC et la Juve, à Manchester United, à Manchester plutôt, oui, sur le terrain de Manchester United, et c'était un 27 mai. Donc en cas où j'ai ça bien parce qu'on était là. C'est pour ça aussi. Non mais avoir vraiment Thuram, Cannavaro, pour moi c'est Chiellini, Bonucci. Ah ouais, ça c'est un bonheur. Alors messieurs, l'autre bonheur, c'est justement, c'est d'éduquer nos jeunes. Vous avez vu, on parle de l'Euro, on est déjà arrivé à Port-Louis, c'est ça avec football en nous. Alors parlez-nous de la solidarité pour Louisienne, premier vice-président. Combien de temps d'existence, combien de licenciés et quels sont les objectifs? Alors, je débarque, j'arrive à nouveau à la SPL, puisque j'étais il y a quelques années. Donc je suis revenu cette année en tant que président responsable, vice-président responsable du foot. Donc c'est un poste que sans doute je vais acquérir lundi, puisqu'on a réunion lundi. Donc on va voir comment on va s'organiser. Et puis par la suite, on a déjà eu
une réunion il n'y a pas très longtemps avec des éducateurs comme Marius et un autre Jules Marie, où le travail, ils font très 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 bien le travail. Et moi je pense que si le conseil d'administration suit les indications de Marius et de Jules Marie Nébouchon, eh bien, ils ont déjà fait le travail. Donc c'est à nous de pratiquer pour pouvoir sortir de l'SPL d'où elle est là maintenant. Donc, et je crois qu'SPL c'était en 57, 56. Tout à fait, 57. Ouais. Oui, en 57. La création, oui, c'est Voilà. ça. Tu es dedans. J'étais pas encore né. Donc, Qui, moi? Moi. Ah oui, moi aussi, je te rassure. non, plaisante, mais non, cela prouve bien justement la longévité du club. Et là encore, c'est toute une histoire. Je vous laisse en parler de cette histoire pour Louisel et de vos objectifs. oh, mais je peux dire encore 2 mots. Ah oui, bien sûr, quand je dis vous, c'est vous, ces autres. Là, c'est plateau azote. On peut m'obliger à lancer ces autres, on peut m'enchaîner, on va coûter. J'ai joué à la SPL. Et la personne qui m'a révélé la SPL, on en a parlé, c'est M. Rilsi. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a appris à travailler de mes mains. Si aujourd'hui je suis un très bon technicien, c'est ce monsieur-là qui m'a appris à travailler. C'est un bon éducateur aussi. Donc, il avait ses protégés. Et après, j'ai quitté la SPL, je suis parti dans l'Hexagone, où j'ai vécu pendant pas mal de temps et je suis revenu. Mais l'amour pour le club est toujours là. Donc, je suis parti, je suis revenu, je suis là, mais c'est tout. Il est encore là. Voilà. Claude, oui, les objectifs du club actuellement, combien de licenciés avez-vous? Donc, le licencié. Marius c'est va Maillot. répondre. Ouais, oui, Maillot, il est très bon à ce niveau-là. Il est très très bon. Et les objectifs du club, dans un premier temps, c'est rayonner. Je suis pas de celui qui dit qu'on ne laisse pas les enfants dans la rue. Je l'inverse, je dis, on a le potentiel, on a le devoir d'apprendre et d'éduquer nos enfants et de les tendre vers l'excellence. Et par cette excellence-là, le football peut y contribuer. Au-delà de la SPL, pour lui, on dit la Guadeloupe terre de champions, mais pour lui, c'est vraiment une terre de sportifs. Une terre de sportifs, on regarde les infrastructures de Port-Louis, tant au niveau terrain de basket. Tu parlais de la plage de Souffleur. Oh oui. Donc, quand on regarde ça, c'est une infrastructure. Plage de Souffleur, le beach, qui est le meilleur beach de Guadeloupe, voire le meilleur beach de la Caraïbe. Et depuis un bon moment. Hein. Voilà. Et on parle, là, on n'est que dans le football. Donc, la SPL, peu importe comment on peut déterminer aujourd'hui, je dis maillot, mais c'est 110 jeunes. Et je prendrai bien la parallèle. Hein. Pour lui, c'est 5800 habitants. 110 jeunes de 3 ans et demi à 13 ans. Malheureusement, on a des problèmes au niveau des éducateurs. C'est qu'on est 4 ou 5. Okay. Ça, c'est le seul... Il vous en faudra un petit peu plus. Oui, mais ça, il faut que tout le monde s'engage. Pas s'engage, donne un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Et on est dans le bon timing, on est dans le bon... je pense sur les bons rails avec Marius. Pourquoi Marius? Et comme je le dis, moi qui étais, parce que là, il ne faut pas se parler un peu du passé, j'ai été secrétaire du district de football de Grande-Terre à l'époque, et impulsé l'école de foot sur la Grande-Terre. Et là, la SPL, on le retrouve avec le travail avec Marius, parce que Marius est formé, et vraiment de la dernière école, comment on doit former nos éducateurs, pas à l'époque quand on voit un ballon. Donc, on est vraiment dans la dynamique, et aujourd'hui, nos 110 gamins, on peut faire autre chose que les garder. Et on fait autre chose que les garder. Marius Palmy. Oui, enfin, ils ont dit beaucoup de choses. Donc oui, on a un petit peu plus de 70 ans d'âge. Aujourd'hui, on est parti sur une cinquantaine de licenciés pour la saison dernière. On peut aujourd'hui se gargariser d'en avoir 120. Donc on a quand même multiplié le nombre de licenciés par plus de 2. Beaucoup d'enfants, on ne fait pas de garderie. Comme je t'ai dit, je t'envoie les projets que je fais. On fait des projets justement pour pouvoir fidéliser ceux qui sont déjà là. Parle de ces projets justement. Il nous reste peu de temps, mais parle de ces projets. Vite fait, on a le Noël à Timoun que nous organisons depuis un certain temps. Le premier, c'était avec Claude que je l'avais fait. On l'a fait l'an dernier, Noël à Timoun, où on organise un tournoi avec les clubs du Nord. On donne des cadeaux à tout le monde. C'est convivial et on le fera. Le tournoi des gladiateurs 2,
On le fera à Noël de cette année. Ensuite, on a fait un deuxième projet qui était c'était les cabriolets à Pâques. Noël, c'était les cabriolets. Donc, j'ai fait venir un intervenant qui est enseignant, mais qui a appris aux enfants comment faire une boîte à crabes, comment tendre une boulette, comment la constituer en faisant des mathématiques, de la géométrie, en confectionnant ce piège à crabes. Et après, on a donné un piège à crabes aux différents lauréats à l'issue du stage, sur le comportement, sur les règles du projet éducatif fédéral, puisqu'on est dans un cadre nous-mêmes, on essaie d'être dans le cadre, donc le comportement, un certain nombre de valeurs, le respect, la solidarité, la tolérance, le prêt, voilà. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et enfin, dernièrement, nous avons fait, dans le cadre des vacances de Pentecôte, donc 27 mai, nous avons décidé de faire intervenir une association que Claude, dans laquelle il travaille, qu'il a constituée, qui était sur le cas. Donc les apprentissages. Freedom K. Freedom K de Port-Louis. Salut. Freedom K de Port-Louis. Et donc c'était apprendre aux enfants les 7 sons du cas. Nous voulions aussi peut-être un petit peu confectionner le cas, et pour qu'à un moment donné chacun des petits ait leur propre cas où les petits tambours chantent, mais je pense que nous ferons ça dans un prochain projet. Voilà. Comme je t'ai dit, on essaie toujours d'allier un aspect sportif. On fait des entraînements, on a dans une journée on a des entraînements de foot, mais aussi dans une journée, l'après-midi ou le matin, nous avons des ateliers sur de l'éducatif. Voilà. On essaie de mener les deux de concert. Eh bien, messieurs, merci. Oui, vas-y, Claude. Et Georges, pardon. Demain, samedi, à 14h, oui. Il y a la réunion, le bilan annuel de l'école de foot, avec les parents, les enfants, et puis un pot de l'amitié. Donc, j'invite tous les parents qui n'ont pas encore leurs enfants licenciés, qu'ils viennent, et puis comme ça, ils vont passer un bon moment. Voilà, et je le dis toujours, quand je reçois les clubs comme vous, c'est en même temps, c'est une façon de recevoir aussi tous les éducateurs, tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent pour le sport guadeloupéen en même temps. Le football, parce que son émission à football en ce moment, ou l'eau, mais tous ceux qui font pour le bien-être de notre jeunesse. Je vous ai dit, j'ai été pendant 1 an, il y a quelques années, le parrain de la lutte contre l'obésité. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je continue, pas la peine d'être parrain, mais de lutter contre ça, parce que je le dis haut et fort. Moi, j'ai vu une 60aine de gamins lors d'un casting qui souffraient de l'obésité, des filles et garçons. J'oublierai jamais leur témoignage. Je n'oublierai jamais le témoignage d'un jeune garçon de Mornalo, d'ailleurs, qui avait 14 ans à l'époque, qui était très obèse, et ses camarades ne voulaient pas jouer avec lui, pour 2 raisons. Il était trop noir et il était trop gros. C'est des choses que je ne peux pas oublier dans mon pays. Voilà pourquoi je vous dis, le sport, c'est la santé, mais pas que. C'est aussi un phénomène pour l'intégration de nos enfants. Moi, avec football, pourquoi on s'y à l'aise tout partout dans le monde, on toujours chaillé bobol en moins. Ça veut dire, ok, il faut apprendre l'anglais, mais quand j'arrive en Jamaïque, vous demandez à n'importe qui, on dit bobol en moins. Donc du coup, on peut faire un football. Et là, on fait un football avec tel ou tel monde, en Jamaïque, ou à Saint-Ouen, ou à Port-Louis, ça intègre. Ça intègre. Et donc, c'est très important, le sport et football là en particulier. Et je salue aussi le Cabana Beach qui a organisé un tournoi de foot, je crois, il y a une semaine à 15 jours. Une semaine, puisqu'il y avait mes amis de Souhait de foot du gazon qui ont bien figuré là-bas. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont bien figuré. Donc, c'est une belle initiative aussi de la part de privés, de commerçants, justement, d'organiser des tournois pour que notre jeunesse puisse se défouler. Et la jeunesse, pas que de Port-Louis, puisque c'était où gâté sorti la pointe. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc voilà, on vous dit tout simplement rendez-vous pas demain, mais dimanche pour 2 heures pour la finale, et ça sera la dernière. Oui, ça sera bien la dernière. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, j'ai vu avec la direction, sous vos appels, on ne pourra pas prolonger Rouleau, et d'autant plus qu'il y a une autre émission ensuite qui va revenir, c'est l'émission de Richard Etienne qui s'appelle C'est Foot. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été fidèles pendant tous ces moments avec nous. Rendez-vous dimanche, et puis en attendant, nous qu'à 10 autres, Oula!